Rwanda il y a longtemps maintenant. Je suis donc franco-rwandaise. Je vis en Europe depuis 1973 et en France depuis 1977. Donc j'ai quitté le Rwanda pour des raisons, encore une fois, d'histoire. Hein, rien ne m'a prédestiné à quitter mon pays que j'aimais. Mais tout simplement, les différents pogroms qui ont caractérisé le Rwanda depuis ce qu'on a appelé la révolution sociale de 1959 a contraint les Tutsis à fuir leur pays parce qu'ils étaient persécutés, parce que c'était des personnes indésirables, parce que c'était des personnes de trop, comment dire, je ne sais pas si je peux dire quelques mots pour l'histoire, est-ce que j'ai le temps? Ça va peut-être prendre... Si je schématise globalement, le Rwanda, c'était une colonie allemande jusqu'à la fin de la Première Guerre. Et comme vous le savez, l'Allemagne, en perdant la guerre, a perdu aussi ses colonies d'Afrique. Et le Rwanda a été donné en 18, a été mis sous tutelle belge. La Belgique possédait le Grand Congo, qui s'est appelé le Zaïre, et puis de nouveau le Congo aujourd'hui. Donc c'était une propriété du roi Léopold, me semble-t-il. Et comme le Rwanda est juste à côté, c'est un tout petit pays aussi grand que la Belgique d'ailleurs, je crois. Et il a été donné, il a été mis sous tutelle par la société, sous tutelle, comme le Burundi, son pays frère. Et là, nous, on est sous colonie belge, mais on est aussi en même temps sous domination de l'Église catholique, où peut-être l'idéologie non plus n'a pas spécialement brillé parce que l'Église catholique a commencé par privilégier les Tutsis, qui à l'époque, quand les colonisateurs sont arrivés au Rwanda, en fait, ils ont trouvé un pays très organisé, bien dirigé, une société qui fonctionnait très très bien. Alors, ils en ont déduit que ça ne peut pas être des Noirs. Voilà, c'est pas possible parce qu'ils sont tellement bien organisés, il y a une organisation, il y a une société qui fonctionne. Non. Voilà, on a dit des Tutsis, c'est une classe supérieure, c'est une classe, ça doit être venu d'ailleurs, c'est des seigneurs. Donc on a commencé par des clichés qui ne tiennent pas debout d'ailleurs, enfin, je pense. Et on a, enfin, vous connaissez un peu les théories de Gobineau, hein, je vais préparer une partie historique, je bégaye un petit peu, mais pour vous tracer un peu les clichés, on a dit les Tutsis, c'est des seigneurs, c'est d'ailleurs pas des nègres, hein, c'est des gens venus d'ailleurs, peut-être du Caucase, peut-être de la vallée du Nil. Et les Hutus, c'est le peuple, donc il y a deux catégories de... c'est pas des ethnies, c'est deux catégories sociales, les Tutsis et les Hutus. Les Hutus étant majoritaires et les Tutsis étant minoritaires. Et c'est comme ça qu'on a divisé un tout petit peu la société, en disant, bon voilà, les Tutsis, vous êtes beaux, vous êtes grands, vous êtes puissants, enfin, c'est des clichés. Et ensuite, les Hutus, bon, vous, alors, vous êtes les cultivateurs, etc., etc. On a formé des castes comme ça, qui, dans les années 50, quand l'Afrique a commencé à demander leur indépendance, et que les Tutsis du Rwanda, c'était un royaume à l'époque, ont manifesté aussi ce désir d'être indépendant, la Belgique a un petit peu changé de fusil d'épaule. Ils n'ont plus soutenu les Tutsis, ils ont plus soutenu les Hutus. Et je pense que c'est un peu l'origine, je schématise, l'origine du conflit date de là. Et en soutenant les Hutus, bien sûr,
on a commencé à diaboliser des Tutsis par des clichés. On peut en trouver plusieurs. C'était des menteurs, c'était un peu les colonisateurs, des Hutus, c'était des voleurs, des exploiteurs, un peu les clichés de ce qu'on trouve un petit peu quand on fait l'histoire de la Shoah. Donc c'est vraiment pas des gens fréquentables. Et à partir de 59, alors là, il y a eu ce qu'on a appelé la révolution sociale, bien sûr, qui n'en était pas. Et on a commencé à tuer, à chasser les Tutsis. Et régulièrement, 59, 60, 61, 63, ça a été des grands massacres. 73, c'était la partie où on a chassé les intellectuels, plus les intellectuels, les gens qui travaillaient. Et évidemment, après, alors on arrive au génocide en 94, mais ça, c'est le génocide, c'était la solution finale, encore une fois, ce qui est venu couronner un petit peu cette espèce de persécution à travers l'histoire qui est montée en puissance jusqu'en 94. C'est pas, peut-être en échangeant avec la salle, j'ai un petit peu escamoté l'histoire, mais je m'en excuse. Le génocide, je pense que vous en avez tous entendu parler, en 94, les plus jeunes à travers peut-être les images, mais les plus anciens, bon, vous l'avez vécu en direct, donc ça a été d'une violence inouïe, ça a été d'une rapidité aussi incroyable, d'une cruauté aussi qu'on ne peut plus décrire. Vous voyez en direct des enfants, des femmes, des vieillards, des PC, en direct, j'étais dans des rivières, et on n'épargnait personne. Comme le Rwanda, c'était un tout petit pays, on a fermé les frontières, et la journée, on ne faisait que travailler. Travailler, ça voulait dire au Rwanda, pendant 3 mois, on tuait les Tutsis. Voilà, donc il y a eu plus d'1 million de morts, hein, c'est un triste record en 3 mois. Excusez-moi. Donc, bien sûr, après ça, qu'est-ce qu'on fait? Bon, les responsabilités sont évidemment au plus haut niveau de l'État rwandais, qui a organisé, qui a mis des moyens, qui a acheté des armes, et qui a aussi diabolisé d'abord les Tutsis pour mieux les tuer, pour mieux les réduire en une espèce d'insecte inutile. Donc ce sont des Rwandais qui ont tué d'autres Rwandais. D'autres responsabilités, il y a des responsables au niveau certainement international, au niveau de notre pays, la France, qui n'a pas brillé en ce moment-là, puisque les soldats français, c'est les hommes politiques de l'époque, parce que ce sont eux qui signent des accords de coopération militaire, ont entraîné les milices, les miliciens qui ont tué, ont entraîné les militaires qui ont commis le génocide. Donc, il y a d'autres responsabilités en dehors des Rwandais eux-mêmes. Mais bon, je pense que là, on n'a pas le temps de traiter ce genre de sujet. Je vais sauter très rapidement. Mais après un génocide, je crois que personne ne peut rester soi-même. On n'est plus le même, on est des personnes d'avant quand on a la chance de survivre. On est des personnes qui ont vécu avant et qui ont vécu, qui commencent notre vie après. Et je crois qu'à travers la lecture d'autres génocides comme la Shoah, le génocide des Arméniens et des Tziganes, je crois qu'on voit toujours la même chose. Les survivants, ils ont eu une vie avant, une vie après. Mais bon, nous, on est famille de victimes. Bon, moi, j'étais au Rwanda juste 1 mois avant le 7 avril 1994. C'était déjà la violence. On tuait déjà. On avait une radio qui s'appelait la radio Machette, la radio des 1000 collines,
qui incitait à tuer, mais on n'avait pas